Bonjour les quatrièmes, on continue avec ce thème de géographie et ce chapitre de géographie. On reste aux États-Unis. On a vu des espaces littoraux dynamiques. Maintenant, on part en Californie, espace moteur de la mondialisation. Donc, c'est un espace dont je vous avais déjà un petit peu parlé dans le premier cours. On va le voir maintenant plus en détail avec une étude de cas. Alors, vous avez en pièce jointe normalement l'activité 2 qui est aussi une carte. Donc, c'est une carte de la Silicon Valley. Vous allez voir un petit peu ce que c'est, qu'est-ce qu'on y trouve. Et je vous ai mis là également la carte en activité donc PNG sur Paint, encore une fois, pour pouvoir le faire sur Paint. Alors je pense honnêtement, cette carte n'est pas trop compliquée à faire. Je pense que vous pouvez la recopier à la main sans trop de problèmes directement sur votre cahier. Comme je vous l'ai déjà dit, on n'est pas en art plastique, c'est pas grave si c'est pas aussi bien que la vraie carte. Je pense que vous pouvez faire à peu près correctement les contours ici, là les bords de mer, les littoraux, et ensuite faire à peu près hein, les espaces là que vous avez. Je pense que vous pouvez le faire à la main, même si vous ne pouvez pas imprimer. J'ai pris cette carte aussi pour ça, c'est parce que je pense qu'elle est accessible, elle est faisable à la main. Donc voilà, encore une fois, si vous pouvez l'imprimer, c'est tant mieux, c'est mieux. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, pas de souci. Soit vous le faites à la main, je pense que c'est vraiment faisable, soit vous attendez, vous notez sur le côté que vous avez besoin de cette activité et je vous la donnerai à la rentrée en présentiel. Allez, maintenant on démarre le cours. Alors pour démarrer ce cours, on va commencer avec un tableau qui a été créé par la Banque mondiale. Donc on a plusieurs sources d'ailleurs, la Banque mondiale, le US Census Bureau et l'INSEE. Donc l'INSEE pour le coup c'est un programme français de recherche et qui date de 2013. Et donc le sujet, la Californie, un État riche. L'État de Californie, donc c'est une région à l'intérieur des États-Unis. Donc, dans cet État de Californie, on a 38 millions d'habitants, et on vous a mis des petites comparaisons. Ici, 38 millions d'habitants, c'est plus que dans la totalité du Canada. Et pourtant, le Canada, c'est 9 millions de kilomètres carrés. Alors attention, Canada, grand espace avec un désert de glace, etc., etc. Mais quand même, on a un État qui est très densément peuplé. 420 000 kilomètres carrés, 38 millions d'habitants, c'est un espace qui est très peuplé, très dense. On vous met la comparaison avec la France ici, 66 millions d'habitants, d'habitants, pardon, en 2013 et 550 000 km². Donc on est quand même sur un espace qui est très dense. Ensuite, on vous montre le PIB en milliards de dollars. Donc là, c'est encore une fois le calcul de la richesse d'un espace. Et donc là, le PIB de la Californie, c'est 1960 milliards de dollars, ce qui est plus que la totalité du Canada. Donc juste un État, une région, ça correspond à plus qu'un pays entier. Il faut vous imaginer la richesse créée dans cet État. Et si on le compare à la France, donc on voit que la France tout entière est plus riche, il y a plus de richesse que dans l'État de Californie, mais finalement pas tant que ça. Quand on regarde la taille du pays, la taille de l'État comparé au pays, donc voilà, on a un État qui est extrêmement riche, et on va se demander comment est-ce qu'ils ont fait ça, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, comment est-ce qu'une région peut être aussi riche. Donc ça va être notre titre, la Californie, espace moteur de la mondialisation. Comment la Californie est devenue un espace moteur de la mondialisation. Donc mettez sur pause pour pouvoir écrire ce titre et on passe à la suite. Alors on va commencer cette étude de cas avec une carte qui va nous placer déjà la Californie. Donc vous vous rappelez de votre activité 1, vous l'avez peut-être devant les yeux, la Californie, donc ça se trouve au sud-ouest des États-Unis, ça se trouve aussi du coup dans l'espace qui est la Sunbelt, donc un des espaces les plus dynamiques des USA, et la Californie n'y est pas pour rien, hein, c'est dans ce dynamisme de la Sunbelt. Alors qu'est-ce qu'on peut voir sur cette carte donc, qui a été créée par le livre scolaire en 2016 et qui nous montre les dynamiques de la Californie et sa position dans les USA?
Eh bien, on peut voir déjà qu'il y a différentes activités, déjà des activités dont on a déjà parlé. On a l'activité portuaire avec Long Beach, par exemple, qui est le premier port américain pour le trafic de conteneurs. Donc, un espace très dynamique au niveau du commerce, une grosse interface maritime. C'est un espace complètement littoralisé. Vous pouvez voir que les deux grandes villes de Californie, ce sont Los Angeles et San Francisco, et, oh quelle surprise, encore une fois, ce sont des villes qui se trouvent sur la mer, sur les littoraux. Donc on a des espaces littoralisés qui sont bien en place avec la mondialisation. On a également un espace frontalier avec l'Amérique et le Mexique, si vous vous rappelez euh, du, euh, du schéma que je vous avais montré, donc c'est encore une fois un espace dynamique. On voit qu'on a aussi des contraintes, par contre, on a un désert là, le désert de Mojave, donc on a quand même une contrainte qui est là, qui explique aussi pourquoi on a un état aussi grand, finalement, on a un grand désert quand même qui est à l'intérieur, mais vraiment on a une zone qui est quand même dynamique, avec une très forte densité de population autour de Los Angeles, une très forte densité autour de San Francisco, des espaces agricoles irrigués. Alors la Californie, c'est depuis un petit moment un nouvel espace pour le vin, les vignes californiennes. On essaye de créer du vin et on essaye surtout de monter en gamme, c'est-à-dire qu'on essaye de créer du vin de grande qualité pour pouvoir concurrencer les principaux créateurs de vin, les principaux agriculteurs de vin, notamment la France et l'Italie, qui sont pour l'instant les premiers producteurs, vendeurs mondiaux, avec l'Espagne également. Donc voilà, on a un État qui est dynamique, qui a un rayonnement mondial. On a deux villes avec un rayonnement mondial, deux villes mondiales, Los Angeles et San Francisco, deux villes très grandes avec plusieurs millions d'habitants et des villes dynamiques économiquement. Ce sont aussi des villes qui ont un dynamisme culturel, avec notamment Hollywood. Hollywood, là, j'imagine que j'apprends rien à personne quand je dis que c'est le grand espace du cinéma mondial, américain et mondial, avec un nombre extraordinaire de films qui sortent. Tous les grands films sortent d'Hollywood, et ça donne une puissance culturelle à Los Angeles qui est énorme. C'est cette présence d'Hollywood. On voit également qu'on a des flux migratoires là. Donc on a des flux migratoires qui viennent d'Asie, du nord-est des États-Unis, d'Europe, d'Amérique centrale. Et ces flux migratoires, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Ils nous montrent qu'on est déjà sur un espace qui est ouvert sur le monde, qui accueille au niveau de la mondialisation, c'est important, et surtout un espace qui est attractif. C'est un espace dans lequel on vient s'installer, pas un espace duquel on part. Donc voilà, c'est un espace attractif qui est réglé dans la mondialisation et avec encore une fois qui est pleinement intégré dans les piliers de la puissance. Donc on va écrire ceci: la Californie est un des États américains appartenant à la Sun Belt. C'est aussi l'un des plus riches des États-Unis. Profitant des littoraux, elle possède le premier port américain de conteneurs de grandes métropoles et deux villes mondiales, Los Angeles et San Francisco. Elle a aussi une influence culturelle mondiale grâce à Hollywood. Donc vous écrivez cette trace écrite, vous mettez sur pause et on passe à la suite. Alors maintenant, on va zoomer un petit peu, on va s'intéresser à San Francisco et en particulier à un espace que vous connaissez certainement au moins de nom, qui est la Silicon Valley en Californie. Et donc, on va localiser déjà ça avec cette carte, donc qui est une carte créée sur un article en ligne de Laurent Carouet, publié sur GeoConfluence, qui date de 2019 et qui nous montre donc la Silicon Valley en Californie. Alors, ça se trouve déjà ici, on est sur la ville de San Francisco. San Francisco, donc le cœur historique de la ville se trouve ici, et la ville s'est également étendue là avec ces espaces-là de Santa Clara, Santa Cruz, San Mateo et Alameda. Donc c'est une ville qui est très très étendue. Le cœur de la Silicon Valley qui se trouve ici, dans cet espace-là, un espace en rouge, en particulier là-dedans. Et là, on va pouvoir
utiliser du coup notre activité 2, notre carte, la Silicon Valley. Donc, encore une fois, si vous avez pu l'imprimer, collez-la. Vous ne pliez pas parce que c'est une carte et vous remplissez directement sur la fiche. Si vous le pouvez, si vous le sentez, je pense que c'est vraiment faisable. Recopiez cette carte à la main. Vous essayez de le faire au crayon, comme ça vous pouvez refaire si vous vous êtes trompé. Et vous pouvez refaire tout à fait la carte à la main, il n'y a pas de souci. Alors déjà, la Silicon Valley, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un espace qui est attractif, mais pourquoi? Donc, on va regarder un petit peu ça. Donc, depuis les années 70, les industries de haute technologie s'installent dans la vallée du sud de San Francisco, surnommée Silicon Valley, la vallée du silicium. Oui, attention, silicone, c'est un faux ami pour le coup, hein. Donc ça, c'est un bout d'article de presse de Time Magazine de Michael Grunwald, Why California is Still America's Future. On est le 29 septembre 2009 et donc il nous parle un petit peu de cette Californie. Donc comment ignorer la Californie alors que ce territoire est encore un état de rêve? Il est en fait le pionnier qui nous a donné la puce électronique, les autoroutes, les paires de jeans, les économies d'énergie, les clubs de remise en forme, les moteurs de recherche Google, les iPhones et la vision hollywoodienne du succès. Il reste à la pointe de l'innovation américaine. Il était l'État le plus vert et le plus diversifié, le plus mondialisé, le plus ouvert sur l'Asie. Il est aussi un moteur incomparable de l'innovation, la mecque de la haute technologie, de la biotechnologie et désormais des technologies vertes. Donc, vous avez certainement compris que le secteur de prédilection de la Silicon Valley, c'est la haute technologie, c'est le high-tech, c'est tout ce qui est industrie du téléphone, industrie de l'internet, industrie de l'ordinateur, etc. Donc vous êtes vraiment sur de la haute technologie. Un État qui se veut futuriste, qui se veut dans le futur. Alors ça, c'est dans l'image aussi que donne la haute technologie, c'est-à-dire que les PC, l'Internet, tout ça, ça fait très futur, c'est le futur. Et donc on a cette idée que cet État de Californie est dans le futur et tout ce qui va sortir de la Californie, c'est ce qui va arriver partout dans le monde ensuite. C'est là aussi qu'on voit le pouvoir culturel énorme de la Californie et en particulier de la Silicon Valley. Tout ce qui se trouve dans la Silicon Valley, c'est forcément classe, c'est forcément le futur, c'est forcément ce qu'il y a de mieux. Euh, on vous en parle un petit peu là avec quelque chose que vous avez beaucoup dans vos poches, les iPhones, donc les iPhones, mais pas que, les smartphones de manière générale, Hollywood avec le cinéma, donc qui vous montre toute cette vision, cette puissance culturelle, mais aussi Google et tous ces grands sites d'informatique. Vous avez aussi dans la Silicon Valley Facebook, vous avez Amazon, vous avez tous les grands sites, donc les grands sites informatiques. Donc voilà, vous avez une puissance culturelle énorme et c'est aussi une puissance économique énorme puisque ce sont des choses qui créent énormément de richesse. Pour ceux qui ont acheté un iPhone, j'imagine que vous le savez, ça coûte cher, ça crée de la richesse. Donc voilà, c'est un espace extrêmement puissant de la haute technologie. Alors, on passe avec le deuxième extrait de Gilles Fontaine dans Challenge de mai 2015. À San Francisco, 10 000 à 15 000 Français travaillent aujourd'hui dans le secteur high-tech, chez Apple, mais aussi Facebook. Les états-majors des géants de la Silicon Valley grouillent littéralement de franchises. Le soleil, les palmiers, la plage avec, en arrière-plan la montagne et ses stations de ski. La région, l'une des plus riches du globe, agit comme un aimant sur les talents du monde entier. Alors donc là, c'est ce qu'on avait commencé à dire au niveau de la carte. C'est un espace très dynamique et qui attire, qui est très attractif. L'avantage d'un espace qui soit aussi attractif, c'est qu'on peut prendre effectivement les meilleurs du monde entier. Travailler en Californie, pour quelqu'un qui est dans l'informatique, c'est le top du top. C'est un peu, allez, si on fait le parallèle dans le milieu sportif, pour les joueurs de basket français, arriver en NBA, c'est le top du top. Ben là, c'est la même idée avec la haute technologie. Ceux qui arrivent ici, ceux qui arrivent en Californie, c'est vraiment les meilleurs des meilleurs. Et ça permet à la Silicon Valley de rester parmi les meilleurs. On reste attractif, on attire les meilleurs talents, et donc on reste dans les meilleurs, on reste parmi les meilleurs, et on est un espace
dominant de la mondialisation, puisque on fait venir des gens du monde entier, les meilleurs talents du monde entier en particulier. Donc par exemple, là, il nous parle de Français, 10 000 à 15 000 Français qui travaillent dans une ville, c'est énorme, hein, juste dans un seul secteur de la high-tech. Alors on va s'intéresser un peu plus maintenant à la carte de cette activité que je vous ai donnée. Alors déjà, on va la regarder un petit peu avant de la remplir. Donc ici, vous avez une carte des installations dans la Silicon Valley. Elle a été prise de l'Atlas de l'Empire américain d'Orel aux éditions Autrement et qui date de 2009. On est sur, comme sujet, la Silicon Valley, géant du numérique et des hautes technologies. Alors, c'est un espace très intéressant parce que, encore une fois, c'est l'effet de la mondialisation, c'est l'effet des littoralisations. On a une concentration d'activités à un même endroit. Cette concentration, elle se fait donc autour de San Francisco et autour de cette Silicon Valley. Alors déjà, la concentration, elle se fait sur les entreprises de haute technologie. Vous avez Oracle, HP, donc Hewlett-Packard c'est HP, donc ça c'est l'ordinateur, Google, Microsoft, Yahoo, Cisco, Intel, donc encore une fois de l'informatique, là, Apple, donc voilà, des entreprises de haute technologie qui ont leur siège d'entreprise ici, qui ont des instituts de recherche, etc., etc. Donc voilà, tout se fait depuis cette Silicon Valley et on a cette concentration d'entreprises de haute technologie ici. Donc la Silicon Valley, à proprement parler, c'est cet espace-là. Donc je vous l'ai déjà mis sur votre carte, hein, c'est l'espace avec les pointillés. Et on a un espace qui est dynamique aussi parce qu'on y a concentré tout ce qu'il faut pour être dynamique dans la haute technologie. Ce qu'on a besoin pour faire de la haute technologie, c'est des cerveaux. Et ces cerveaux, ils sortent de l'université. Et vous voyez qu'à San Francisco, on a quand même une concentration d'universités, ce qui est quand même assez extraordinaire. On a Palo Alto, Stanford, Cupertino, Fremont, on en a aussi dans l'Oakland, là, ici, avec Berkeley, et on en a dans le vieux San Francisco. Donc, un incroyable centre, une concentration d'universités. Et ça, qu'est-ce que ça permet? Ça permet que les entreprises de haute technologie vont aller littéralement recruter directement dans les universités. Elles sont juste à côté. Donc les entreprises, elles font quoi? Elles vont aller dans les universités, elles vont demander aux principaux, aux directeurs des universités le nom des élèves, les résultats, etc. Et elles vont approcher les élèves, et donc on va avoir des étudiants à l'université qui savent déjà, ils sont en bac plus 2, ils viennent juste de commencer, mais ce sont des génies, les entreprises savent qu'il y a un énorme potentiel dessus, alors on les recrute déjà à l'avance, on les approche, on leur donne des avantages, on leur dit bon voilà, si tu viens travailler chez nous, je te donne ça, 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 je te donnerai tel salaire, etc. Et donc voilà, on a des entreprises qui peuvent recruter immédiatement sur place des cerveaux, tout ce qu'il leur faut, les meilleurs travailleurs. Et évidemment pour ça, il faut des universités de standing. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va monter le niveau, on va avoir des universités de très très haut niveau. Donc par exemple, on a ici l'université de Stanford qui est montrée sur cette photographie de paysage dans la Silicon Valley. C'est aussi une photo qui vient de l'article de Laurent Carouet cité précédemment et publié sur Géoconfluence. Et donc de cette université d'élite sont sortis par exemple les fondateurs de YouTube, de HP ou encore de Google et plein d'autres encore. Donc on a vraiment cette relation entre université et entreprise de haute technologie. On fait son parcours universitaire et pof, on monte son entreprise, on termine dans une entreprise de haute technologie, on vient recruter immédiatement à cet endroit-là. On a un bouillonnement là, de cerveau là-dedans qui est énorme. Alors comme vous pouvez le voir aussi, l'université de Stanford, c'est une très belle université, très beau bâtiment. On est sur l'idée d'avoir le meilleur du meilleur et d'avoir du coup un cadre de vie qui va avec. On essaye de faire en sorte que ces gens-là, ils se sentent bien là où ils travaillent. Parce que s'ils se sentent bien, ça va leur permettre de mieux travailler. C'est aussi l'idée de créer une ambiance de travail qui soit positive, etc., etc. Donc voilà, vous avez des universités qui sont au top du top sur tous les aspects possibles, et ça renvoie aussi avec l'image de l'université. Ça donne quand même vachement envie d'aller travailler là-dedans, d'aller dans une université pareille. Alors parmi les choses qui rendent possible aussi la puissance de cette Silicon Valley, ce sont les centres bancaires et financiers.
Donc vous en avez un à San Francisco, c'est le premier centre bancaire de la côte Pacifique, donc c'est le plus important. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Tout simplement parce qu'il faut pouvoir investir, donc il va falloir des prêts, il va falloir de l'argent pour pouvoir monter ces entreprises. Donc ça, c'est absolument nécessaire. Il faut un grand centre financier, il faut des grands centres bancaires pour pouvoir faire tourner les entreprises. Ces entreprises, ensuite, elles arrivent à créer aussi des sièges qui sont les relais de leur puissance, qui montrent leur puissance. Alors, je vous montre un projet qui a été pas mal critiqué et qui est démesuré, c'est l'Apple Park. Alors, le voici. Donc, c'est la photographie du Apple Park, donc c'est cette construction là, hein, cette espèce de ring là, cette espèce d'anneau. Donc l'Apple Park qui est construit en 2017 et qui est le siège de l'entreprise Apple. Donc il a été très critiqué parce que il est absolument énorme, il est démesuré. Deux, parce qu'il a pris beaucoup de temps à être fabriqué, il a bloqué beaucoup la circulation, etc., etc. Et donc là, on est sur une photo de 2019. Donc ça, c'est l'Apple Park construit. C'est le lieu de la puissance de l'entreprise Apple. Et une petite note, les toits sont entièrement couverts en panneaux solaires. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des panneaux solaires. Alors pourquoi faire ça? Pourquoi s'embêter à ça? Parce que ça donne l'image de marque, l'image d'Apple. On est une entreprise de haute technologie écologique. Et je vous rappelais que je vous ai dit que la haute technologie, tout ça, ça veut s'inscrire dans le futur. Ben, l'écologie, c'est le futur. Donc c'est ça l'idée derrière. Nous, Apple, on est la haute technologie, une entreprise de haute technologie, et on est dans le futur, on est dans l'écologie, on est pleinement inscrit dans le monde vivant. On a cet espace aussi incroyable, puisqu'on a un bureau absolument énorme, c'est un espace de bureau, de recherche, etc. Et en plein milieu de cet énorme anneau, un grand espace vert de promenade, voilà, et c'est la même idée que dans l'université de Stanford, offrir un cadre de vie qui soit positif, qui soit bénéfique. On va travailler et puis de temps en temps, pour se reposer, ben voilà, on a un énorme parc à l'intérieur de l'entreprise. Donc voilà, c'est offrir des conditions de travail qui soient positives et tout ça pour montrer la puissance d'Apple, la puissance de ces entreprises qui sont capables de construire des bâtiments absolument énormes, avoir acheté des terrains absolument énormes. Si vous regardez, comparez ça aux maisons là qui se trouvent ici. Je pense que ça doit faire un bon pâté là, un bon pâté de maison, un bon quartier entier. Donc voilà, vous avez des entreprises extrêmement puissantes, extrêmement riches et qui n'hésitent pas à le montrer, qui montrent leur puissance culturelle par des bâtiments comme ça, comme l'Apple Park. Alors maintenant, on va compléter la carte. Alors, attention, grande difficulté, hein, ça va surtout être remplir les bons espaces. Alors, vous avez le centre financier important, banque, bourse, donc c'est le carré, il n'y en a qu'un seul. Donc on va mettre du vert, voilà. Donc avec du vert, vous allez colorier l'intérieur du carré, tout simplement. Et une fois que vous avez fait ça, on colorie aussi l'intérieur de la légende, donc centre financier important en vert. Ensuite, on a l'aéroport international, les aéroports internationaux, donc ce sont ces ronds ici. Pourquoi est-ce qu'on les met, ces aéroports? C'est pour montrer qu'on est sur un espace qui est ouvert à la mondialisation. On fait venir des gens du monde entier via ces aéroports. 3 aéroports pour une seule ville, c'est quand même, quand on y pense, c'est quand même assez incroyable. Et donc des infrastructures qui sont bien en place, hein, vous vous rappelez, les infrastructures, donc tout ce qui est nécessaire pour le fonctionnement de l'économie. Là, on a la possibilité de faire venir des gens du monde entier. Ça permet aussi à des commerciaux, par exemple, de voyager beaucoup, d'aller à New York, d'aller dans le reste des États-Unis, mais d'aller dans le reste du monde aussi, à des passagers de venir, à des touristes de venir. Donc voilà, un espace très intégré à la mondialisation et qui a un fort développement économique. Donc on va mettre ça en bleu, ouais, tiens, allez hop, en bleu, voilà, pour l'aéroport. Ensuite, alors ça va être la majorité de la carte. Alors hop, on n'oublie pas la légende d'ailleurs, hein. Pour la majorité de la carte, donc l'espace urbanisé de la ville-monde de San Francisco, donc la grande majorité de cet espace, donc c'est tout l'espace qui est intérieur ici, voilà.
Donc, pourquoi colorier cet espace? Pourquoi montrer l'espace urbanisé? Pour montrer que vous êtes là dans une ville-monde, une ville mondiale, et que vous êtes sur une métropole mondiale vraiment de grande importance, très urbanisée, très concentrée, très densifiée. Ensuite, on a l'océan Pacifique, offrant un littoral. Donc là, encore une fois, on est sur cette idée de la littoralisation. Donc l'océan Pacifique, voilà, il est ici. Donc vous avez juste à colorier, compléter l'océan Pacifique qui offre un littoral. Et donc on rappelle ici les aspects positifs du littoral et de la littoralisation. C'est aussi un aspect attractif d'ailleurs, le littoral. C'est-à-dire qu'on veut venir vers la mer, surtout qu'en Californie, il fait bon, il fait chaud, donc c'est un espace agréable aussi pour des touristes, mais aussi pour des simples travailleurs. Un Français qui veut s'installer en Californie, ça fait rêver aussi parce que vous avez ça, vous avez des beaux littoraux à voir, à venir pour vous reposer, etc. Alors ensuite, on a un espace aménagé pour la haute technologie. Donc on a la présence de nombreuses universités. Alors on va prendre tiens, du jaune, voilà. Hop, et on va mettre donc ces nombreuses universités. Je vous ai mis celle de Stanford qu'on a vue, qu'on vient de voir. Vous n'êtes pas obligé vraiment de retenir, mais ça vous donne un bon exemple, l'université de Stanford, un des exemples de ces nombreuses universités qui se trouvent là. Pareil pour les entreprises de haute technologie, je ne vous ai pas mis toutes les entreprises, je vous en ai mis seulement certaines. Je vous ai mis aussi en fonction de leur position géographique parce que ça vous permet de bien voir le début et la fin de cette Silicon Valley. Donc ça commence ici avec Oracle, mais je vous ai mis aussi Google, HP, Microsoft, Intel, Apple. Et donc voilà, ça vous montre l'ampleur de cette Silicon Valley. Alors là, vous n'avez pas le rond sur cette carte ici, mais on va le faire là. Donc voilà, vous avez cet espace de la Silicon Valley, très attractif grâce à tout ça. Alors une fois qu'on a complété la carte, vous allez remplir cette trace écrite, maintenant écrire cette trace écrite. Donc la Silicon Valley détient un rôle moteur de la mondialisation. Située dans la ville mondiale de San Francisco, sur un littoral, elle concentre parmi les plus grandes entreprises de haute technologie comme Google, Facebook ou Amazon, qui donnent sa puissance économique et culturelle. Elle possède aussi plusieurs universités, dont certaines sont les meilleures universités du pays et du monde, de grandes infrastructures mondiales avec des aéroports internationaux et des centres financiers, banques, bourses de première importance. Donc vous vous mettez sur pause pour pouvoir écrire cette trace écrite et on passe à la suite. Alors on a vu que la Silicon Valley était un endroit extrêmement riche, mais c'est aussi un lieu de grandes inégalités de richesse. Donc un État plus riche mais avec de grandes inégalités de richesse. C'est un extrait d'article en ligne, l'article en ligne de Laurent Carway que je vous cite depuis tout à l'heure, de GeoConfluence. Alors, du fait de sa spécialisation productive et du poids de la haute technologie dans son économie et sa société, la Silicon Valley apparaît comme une poche de richesse à l'échelle régionale dans un État de Californie marqué par une nette séparation spatiale des classes sociales. Alors qu'est-ce que c'est séparation spatiale des classes sociales? Eh bien ça veut dire très simplement qu'il y a les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, et que ça se voit, c'est net, il y a une séparation spatiale, donc dans l'espace, de ces classes sociales, les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, les classes moyennes de l'autre. Donc voilà, on a une véritable séparation qui se fait en État de Californie. Et dans cet État de Californie, eh bien, on a la Silicon Valley qui apparaît comme une poche, un endroit de richesse, où il y a une concentration de richesse. Alors, on continue. Il y a une concentration des revenus sur un petit nombre de personnes. Selon une étude, le salaire moyen du 1% le plus riche a augmenté de 219% en 25 ans grâce au boom de la technologie, alors que celui des 99% restants croissait de seulement 34%. Toutefois, le taux de pauvreté, Santa Clara 9,3%, est bien inférieur à la moyenne californienne, 15,8%. Dans le comté de San Mateo, le revenu moyen par famille et par personne est 60% plus élevé que la moyenne californienne. Alors qu'est-ce qu'on voit là à travers cet article et qui est dénoncé? C'est les inégalités de richesse.
Alors ça, c'est un mot de lexique qui doit vous dire quelque chose maintenant. Donc les inégalités de richesse qui sont flagrantes. On a des gens très riches qui sont extrêmement riches et on a des écarts de richesse qui sont énormes. Alors attention, l'article nous montre bien que même si on a des inégalités de richesse très fortes, on a quand même un accroissement du niveau de richesse des autres, de ceux qui sont moins riches. Les très très riches ont vu leur richesse augmenter très rapidement, très fortement, mais les autres aussi ont vu leur richesse augmenter. Mais pas de la même façon. Elles augmentent beaucoup moins rapidement. Donc évidemment, on a un écart qui se creuse entre le super riche, les personnes riches, les personnes normales et les plus pauvres. On remarque aussi que même s'il y a ces inégalités de richesse, on a quand même un taux de pauvreté qui est en dessous de la moyenne, 9,3% à Santa Clara contre 15,8% dans le reste de la Californie. Dans le comté de San Mateo, on voit que de manière générale, les personnes sont plus riches que dans la moyenne de la Californie. Donc on a un État plus riche quand même, malgré tout, avec des gens qui sont plus riches. Les pauvres sont moins pauvres que dans le reste de la Californie et dans le reste des États-Unis de manière générale, mais quand même avec des inégalités de richesse qui sont extrêmement fortes et qui peuvent questionner. Alors pour vous montrer justement qu'il n'y a pas que des riches dans la Silicon Valley, vous avez cet article qui est paru dans Courrier International de Hong Gong-lin et Gail Holland, la fin de l'immense bidonville de la Silicon Valley, et c'est un article qui date de décembre 2014. Au bord du lit d'une rivière de San José se cache un des plus grands campements de sans-abri des États-Unis. Ce bidonville de 28 hectares n'est qu'à quelques minutes du centre-ville et des sièges des géants et des nouvelles technologies qui ont fait de la Silicon Valley une des régions les plus riches du monde. Le camp est devenu un problème majeur et un symbole gênant de la crise du logement dans la Silicon Valley. En 2013, San José et le comté de Santa Clara comptaient près de 7600 sans-abri, soit plus que la grande ville voisine de San Francisco. C'est un cocktail explosif. Une partie de la population est extrêmement riche, le nombre de personnes qui travaillent dans les nouvelles technologies s'envole, et ceux qui n'ont plus les moyens d'accéder au marché du logement sont de plus en plus nombreux. Donc voilà, ça c'est l'un des problèmes, l'un des constats des inégalités de richesse. On a de plus en plus de riches, on a de plus en plus de gens qui travaillent dans la haute technologie, et à côté, on a aussi de plus en plus de gens qui ont du mal à avoir un logement. Et on a carrément la création d'un bidonville à San Francisco. C'est quand même énorme quand on y pense, l'écart entre les personnes peut-être parmi les plus riches du monde et de juste à côté, vous traversez une rue et vous vous retrouvez dans un bidonville avec des milliers de sans-abri. Donc voilà, vous avez ces écarts de richesse, ces inégalités de richesse qui sont très fortes. Alors en ce qui concerne la crise du logement, qu'est-ce que c'est? Ben, il se trouve que avec ce territoire qui devient de plus en plus attractif, les prix du logement ont flambé, ils ont augmenté de manière très forte, et donc ben, les gens n'arrivent plus, les gens normaux, on va dire, ou qui commencent à avoir des problèmes de budget, les plus pauvres, n'arrivent plus à se loger. Il n'y a plus de logement assez modeste, on va dire, pour qu'ils puissent se le payer. Les logements sont tellement chers parce que tout le monde veut aller à San Francisco et donc les prix du logement explosent. Donc voilà, on a ce genre de problème-là. Il ne faut pas se mettre en tête que la Silicon Valley et l'État de Californie, de manière générale, c'est que des riches et des super riches. Il y a aussi ça, il y a des inégalités de richesse, il y a des pauvres, et il y a même, il y avait même, puisqu'ils l'ont démantelé, un bidonville dans la Silicon Valley, qui est pourtant l'un des espaces les plus riches du monde. Donc on va écrire cette dernière trace écrite du cours et on en a fini pour aujourd'hui. Donc si la Silicon Valley est très riche, il y a également de très grandes inégalités de richesse. En 2014, la ville a dû démanteler un bidonville de 28 hectares qui abritait des milliers de sans-abri.